Les Chinois, on était où pendant la Coupe du Monde? On fabrique les maillots, les chaussures, les ballons. Sans nous, il n'y a pas de Coupe du Monde. Voici le dernier moment de Bon Hei-min. Dans un appartement ordinaire du 17e arrondissement de Paris, alors que le soleil commençait à frapper timidement les façades haussmanniennes, un silence pesant s'est installé. C'était le matin du jeudi 10 juillet 2025. Ce jour-là, Bon devait s'envoler pour Montréal pour entamer sa nouvelle tournée intitulée Kill Bon dans une salle déjà complète depuis des semaines. Mais au lieu d'un embarquement, c'est une chute qui a marqué le début de cette journée. Une chute brutale, incompréhensible survenue depuis le 8e étage d'un immeuble parisien. Un geste qui, selon les premières informations, aurait été provoqué par la tentative de récupérer un téléphone tombé dans un conduit de la terrasse. Un simple moment de distraction, un geste banal. Et pourtant, c'est ce geste qui a tout arrêté. Les secours sont arrivés rapidement, le quartier a été bouclé. La nouvelle, elle a mis plus de temps à se répandre. Au départ, peu ont voulu y croire. Un canular, pensait-on. Une rumeur absurde née sur les réseaux. Mais très vite, les premières confirmations sont tombées. Puis les hommages, puis le vide. Car derrière l'humoriste, connu pour ses blagues grinçantes, ses yeux malicieux et son débit mitraillette, il y avait un homme que peu de gens connaissaient vraiment. Un homme qui riait pour ne pas sombrer. Un homme qui, sous le surnom de Chinois, marrant, avait bâti un personnage hilarant, mais peut être trop lourd à porter. Ce matin-là, Bon était seul. Il s'apprêtait à partir léger, un sac, un billet, un show en tête, comme d'habitude. Il n'avait pas laissé de message, pas écrit de note, pas publié d'adieu. Juste un dernier geste capté par aucun témoin que l'on tente encore aujourd'hui de comprendre. Était-ce vraiment un accident? Une mauvaise manipulation, une perte d'équilibre malheureuse? Ou bien y avait-il quelque chose de plus enfoui? Une lassitude invisible, un cri silencieux qu'il aurait poussé en privé, sans que personne ne le remarque. Ce n'est pas la première fois qu'un artiste au sommet de sa carrière quitte la scène d'une façon aussi soudaine. Mais dans le cas de Bon Hei-min, c'est encore plus troublant, parce qu'il était justement en pleine ascension, parce qu'il préparait un retour fracassant avec un spectacle au titre provocateur Kill Bon, comme un clin d'œil à lui-même, à ses démons, à sa propre caricature, parce qu'il faisait rire encore, et toujours sans relâche. Et surtout parce qu'il avait enfin conquis une place qu'il avait longtemps dû arracher dans un paysage humoristique encore trop codé, trop blanc, trop figé. Ce que nous allons raconter dans cette vidéo, ce n'est pas seulement la dernière journée de Bon Hei-min. C'est un fil tendu entre deux mondes, celui de la scène lumineux, bruyant, généreux, et celui du silence intérieur, parfois écrasant, que traverse tout artiste qui doute, qui cherche, qui souffre. Nous allons retracer son parcours depuis ses débuts à Lormont en banlieue bordelaise jusqu'à son explosion au Jamel Comedy Club. Nous revisiterons ses spectacles, ses prises de position, ses silences aussi. Et surtout, nous essaierons de comprendre pourquoi cet homme si drôle, si vivant, si engagé a fini par tomber dans un vide que personne n'avait vu venir. Car au-delà de l'accident, au-delà du geste, il y a une question qui hante tous ceux qui l'ont connu. Est-ce que quelqu'un aurait pu l'empêcher ? Est-ce que quelqu'un aurait pu tendre la main avant qu'il ne tende la sienne, vers un simple téléphone? Est-ce que tout cela était évitable? Ou est-ce que Bon avait déjà décidé quelque part en lui de tirer le rideau? Rien n'est moins sûr. Et c'est précisément dans cet entre-deux, entre le rire et les larmes, entre le succès et l'épuisement, que se niche le mystère de ces dernières heures. À première vue, Bon Hei-min n'a rien d'un héros tragique. Né le 29 novembre 1981, à Lormont. En Gironde, il grandit entre les tours d'une banlieue modeste, dans une France des années 80, qui ne sait pas encore comment raconter les enfants issus de plusieurs ailleurs. Chez lui, le père est cambodgien, la mère est chinoise, et le français n'est pas la langue la plus parlée à la maison. Il grandit dans une forme de silence culturel d'entre-deux, constant où chaque mot devient un pont fragile vers un monde extérieur qu'il observe sans vraiment le comprendre. Dans les cours d'école, il apprend très tôt à se défendre. Mais pas avec les poings, avec la langue. L'humour devient son armure. Sa façon de prendre le contrôle sur les regards curieux, parfois moqueurs, souvent condescendants. Il retourne les blagues mimes, les clichés caricatures, les caricatures. Très vite, il comprend que faire rire, c'est survivre. Et qu'en riant avec les autres, il peut désamorcer les préjugés sans même avoir besoin de les affronter de front. Ce mécanisme, il ne le perdra jamais. Après des études d'informatique choisies davantage par sécurité que par vocation, il décide de tout quitter pour tenter sa chance à Paris.
Il n'a ni plan ni carnet d'adresse. Juste quelques textes griffonnés et une certitude intérieure, il a quelque chose à dire. Il dort parfois dans sa voiture en chaîne, les scènes ouvertes, se fait refouler, essuie les silences mais persiste. Jusqu'à ce qu'un jour, au détour d'une scène obscure, il soit repéré par l'entourage de Jamel Debbouze. Et tout change. En 2014, Bun rejoint le Jamel Comedy Club et c'est une révélation. Pour le public d'abord, car jamais on n'avait vu un humoriste asiatique sur une scène grand public en France, encore moins un humoriste aussi frontal, aussi corrosif, aussi politiquement dérangeant. Mais aussi pour lui. Car, pour la première fois, il se sent autorisé à être pleinement ce qu'il est, un artiste entre deux mondes, entre deux cultures, entre deux codes. Sur scène, il explose. Il parle du racisme ordinaire, des clichés ethniques, des absurdités identitaires. Il incarne le chinois marrant, ce surnom qui sous sa plume devient un étendard ironique. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour bousculer. Et ça marche. Les vidéos de ses sketchs tournent en boucle sur Internet. Le public l'adopte. Les festivals l'invitent. Il devient une figure à part, une voix singulière dans le paysage de l'humour français. Mais derrière la réussite, il y a la fatigue. Car à force de devoir toujours expliquer, toujours représenter, toujours casser les codes, Bun commence à sentir le poids de son propre rôle. Il est invité partout, mais toujours en tant que voix asiatique. On lui demande sans cesse de parler de racisme, de diversité, d'identité. On oublie parfois qu'il est aussi un artiste complet, capable de parler d'amour, de solitude, de société, sans forcément ramener tout à ses origines. Cette tension, il l'exprime dans ses spectacles suivants. Le monde appartient à ceux qui le fabriquent tous égaux, ou plus récemment, Kill Bun. À chaque fois, il creuse plus profondément, va chercher des zones plus intimes, plus sombres, plus inconfortables. Il n'a plus peur de ne pas faire rire. Il cherche la vérité, et parfois elle est douloureuse. Parallèlement, il fait des incursions dans le cinéma. On le voit dans Comme un chef Problemos Astérix et Obélix l'Empire du Milieu ou encore dans Les Chèvres. À l'écran, il surprend par son intensité. Même dans les seconds rôles, il capte l'attention. Il apporte cette touche décalée, ce regard ironique sur le monde. Mais là encore, il se heurte aux limites de l'industrie, les rôles sont rares, souvent stéréotypés. On le cantonne, on l'attend là où il ne veut plus aller. En dépit de cela, il continue. Il écrit, répète, monte sur scène. Il prépare Kill Bun comme un point d'orgue, un spectacle de synthèse où il veut se libérer de tout ce qu'il a porté jusque-là. Le titre déjà intrigue. Kill Bun. Est-ce une provocation? Un clin d'œil? Une métaphore? Il dira un jour en interview, il faut tuer les masques pour retrouver le visage. Une phrase qui, avec le recul, prend une autre dimension. Dans l'imaginaire collectif, Bun Hei-min restera longtemps le chinois marrant. Mais pour ceux qui l'ont écouté attentivement, il était bien plus que ça. Un miroir, un trait d'union, un feu follet. Et peut être aussi un homme fatigué de devoir constamment se justifier. Pendant longtemps, Bun Hei-min avait tenu le choc. Il était cette boule d'énergie imprévisible, ce sniper de la vanne, capable de retourner une salle en moins de 30 secondes. Sur scène, il semblait intouchable. Pourtant, derrière le rideau, l'homme se fragilisait lentement. Et cela, peu de gens l'ont vu venir. Il ne se plaignait pas, il ne demandait rien, il faisait, il avançait. Mais à quel prix? C'est autour de 2022 que certains proches notent un léger changement. Bun devient plus discret. Il répond moins rapidement aux messages. Il décline certains plateaux. Il refuse des interviews. Il justifie ses absences par le besoin de se concentrer sur ses textes ou par la fatigue des tournées. Mais dans l'intimité, il confie parfois un doute plus profond. Est-ce que je suis encore audible? Est-ce que ce que je dis résonne encore? Ou est-ce que je suis devenu un cliché moi-même? Une phrase qui en dit long sur sa lucidité mais aussi sur son usure. Le projet Kill Bun, qu'il lance officiellement à l'automne 2024, naît dans cette tension. Dès le titre, il trouble. Certains pensent à une blague macabre, un jeu de mots provocateur. D'autres, plus attentifs, y voient une tentative d'exorcisme. Lors d'une rencontre informelle avec un collègue humoriste, Bun lâche cette phrase « Je veux voir ce qu'il reste si j'efface tout. Même moi ». Ce n'est pas dit sur un ton dramatique, plutôt comme une énigme. Mais elle laisse un froid. À cette époque, il travaille seul, très seul. Il écrit ses textes chez lui parfois toute la nuit. Il teste peu. Il ne cherche plus forcément le rire immédiat, mais plutôt le malaise productif. Il veut gratter, heurter,
remué. Lors de l'unique répétition publique à laquelle il convie quelques proches, le spectacle trouble autant qu'il fascine. Il y évoque l'identité, le vide, la peur de devenir invisible. Il y glisse des phrases comme « J'ai grandi avec l'impression de ne pas être vu. Et maintenant que vous me regardez tous, je me sens encore plus seul. » Mais le plus frappant, c'est son apparence. Ben, d'ordinaire soucieux de son image, apparaît amaigri, les traits tirés. Certains pensent à la fatigue, d'autres à un surmenage. Mais personne n'ose creuser. On respecte sa distance. On suppose que c'est un passage, que ça ira mieux après la première à Montréal. Et lui, de son côté, rassure tout le monde. Il dit qu'il est concentré dans sa bulle. Il parle même de projets futurs, de collaborations possibles. Comme s'il cherchait à maintenir l'illusion du mouvement, les jours précédant son départ sont marqués par un calme étrange. Le 8 juillet, il poste une photo floue sur ses réseaux, un balcon, un ciel gris, aucun commentaire. Le 9, il ne répond à aucun appel, mais laisse un message vocal à un proche « T'inquiète pas, tout est prêt, ce sera propre ». Le choix des mots interpelle, mais dans le contexte, cela semble juste être une manière de parler. Rien d'alarmant, du moins en surface. Le 10 juillet au matin, il est censé prendre un vol pour Montréal. Il prépare ses affaires seul dans son appartement parisien du 17e arrondissement. Vers 8 heures, il sort brièvement sur le balcon. Il aurait échappé son téléphone qui serait tombé dans le conduit d'évacuation. En voulant le récupérer, il aurait basculé. C'est la version officielle. Celle que ses proches acceptent à défaut de comprendre. Celle que les médias relaient. Un accident, un geste malheureux, une fatalité. Mais quand on regarde les jours, les semaines, voire les mois précédents, difficile de ne pas ressentir un malaise. Comme si cette chute avait été précédée d'un effacement progressif. Comme si Ben, à sa manière, avait tout doucement préparé sa disparition sans jamais la nommer. Non pas par désir de partir, mais être par lassitude d'être là. Trop de combats à porter seul. Trop de contradictions à gérer. Trop de rôles à tenir. Ce matin-là, aucune lettre, aucun mot, rien. Juste ce vide immense qui se répand comme une onde de choc. Et cette sensation tenace que quelque chose nous a échappé. Que quelqu'un quelque part aurait pu dire ou faire quelque chose. Mais à quel moment et comment devine-t-on qu'un sourire est devenu une armure trop lourde? L'humour a cela de cruel qu'il masque souvent la douleur. Et Ben était un maître dans l'art de tout retourner en dérision, jusqu'à lui-même, jusqu'à ses propres failles, jusqu'à ce dernier spectacle intitulé comme une provocation Kill Ben. Aujourd'hui, ce titre sonne différemment, comme une prophétie, comme un aveu. Le silence qui a suivi la mort de Ben Heymin a eu quelque chose de profondément anormal. Non pas parce que l'on n'en a pas parlé. Bien au contraire. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, les médias ont relayé, la nouvelle des humoristes ont pris la parole, des institutions ont exprimé leur choc. Mais malgré tout ce bruit, il subsistait une forme de vide. Comme si personne ne savait vraiment quoi dire. Comme si face à la brutalité du départ, chacun avait peur de nommer ce qui faisait si mal. Sur les réseaux, les premiers à réagir furent ses collègues de scène. Beaucoup évoquaient un artiste libre, généreux, visionnaire. Certains parlaient de leur admiration pour son courage, sa sincérité, sa manière unique de faire exploser les clichés. D'autres rappelaient son exigence, sa solitude aussi. Et dans presque chaque message, une même phrase revenait comme un écho « On n'a pas vu venir ». Cette absence de signes visibles, ce départ sans alerte, laissait un goût d'inachevé. Et soulevait une question, avons-nous vraiment regardé Ben, au-delà du personnage qu'il s'était forgé? Dans les jours qui suivirent, les témoignages se multiplièrent. Une proche collaboratrice qui avait travaillé avec lui sur le projet Kill Ben confia à demi-mot « Il n'était pas bien, je le savais, mais il m'avait fait promettre de ne pas m'en mêler ». Un ancien humoriste du Jamel Comedy Club restait très proche admis. Ben portait tout. Il n'aimait pas parler de ses failles. Il pensait que montrer ses faiblesses, c'était trahir son message. Des confidences fragmentaires douloureuses, mais qui, mises bout à bout, dessinaient un portrait plus complexe que celui que l'on connaissait. Certains journalistes plus téméraires creusèrent plus loin. Ils retrouvèrent d'anciennes interviews où Ben laissait déjà percer une forme de lassitude. Dans un podcast de 2023, il déclarait « Parfois j'ai l'impression que je pourrais disparaître une semaine, un mois, un an, et que personne ne s'en rendrait compte. » Une phrase glissée entre deux blagues noyées dans le flux du rire. Mais aujourd'hui, elle prend un sens vertigineux.
Était-ce une provocation? Une prémonition? Un appel? À l'aide déguisée? Un détail troublant fit surface dans les jours suivant sa disparition, un carnet retrouvé dans son appartement sur son bureau ouvert à une page datée du 7 juillet. Une phrase y était écrite à l'encre noire d'une écriture nerveuse, je pars léger. Ce que je n'ai pas dit, je l'ai mis sur scène. Le reste n'a plus d'importance. Aucun autre commentaire. Pas de nom, pas d'adresse, pas de lettre, juste ces mots. Certains y virent un simple texte de travail, d'autres un adieu crypté. Mais pour ceux qui le connaissaient bien, cela sonnait comme une décision. Et puis, il y eut l'image. Cette photo prise par un voisin quelques jours avant le drame montrant Bunn seul sur son balcon, le regard perdu vers l'horizon. Le cliché publié anonymement sur un forum local fit rapidement le tour des réseaux. On y voyait un homme debout immobile, les mains dans les poches, dans une posture presque théâtrale. Aucun sourire, aucun geste. Juste une présence, lourde, absente. Cette image glaça beaucoup de ses proches. L'un d'eux déclara « On dirait un adieu debout ». Mais le plus bouleversant, ce fut sans doute le message vocal retrouvé sur le téléphone d'un ami proche, envoyé dans la nuit du 9 juillet « Je t'embrasse fort. Rappelle-toi que tout ça c'était beau. Mais c'est fini. Le ton est calme. Aucune trace d'alcool, aucune confusion. Juste une voix posée, résignée. Comme si tout avait été pensé. Comme si au fond Bunn avait organisé sa sortie comme on écrit une dernière scène. Avec sobriété, avec pudeur, sans fracas. Malgré tous ces indices, ses proches refusent de parler de gestes volontaires. Par respect, par douleur, par peur aussi. L'hypothèse de l'accident reste celle que chacun s'efforce d'accepter. Parce qu'elle est plus supportable. Parce qu'elle évite les questions sans réponse. Parce qu'elle permet de continuer à rire, à célébrer son œuvre sans se noyer dans la culpabilité. Et pourtant, une autre vérité s'impose plus insidieuse. Celle d'un artiste fatigué de porter seul des combats collectifs. D'un homme usé par le besoin constant de justifier sa place. D'un comédien qui, derrière l'éclat de ses punchlines, cachait une douleur jamais totalement formulée. Pas une dépression clinique peut être. Mais un épuisement lent, une forme de saturation émotionnelle. Un poids qu'il n'a jamais partagé ou qu'on n'a jamais su recevoir. Dans les semaines qui ont suivi sa disparition, les hommages se sont poursuivis. Des salles ont diffusé ses anciens spectacles. Des extraits de ses sketchs sont devenus viraux. Certains ont même parlé d'héritage de traces laissées dans la culture française. Mais ce qui reste surtout, c'est cette gêne, ce sentiment d'être passé à côté de l'essentiel. D'avoir applaudi trop fort sans écouter vraiment. Le Chinois marrant, comme on l'appelait, n'était pas qu'un provocateur brillant. Il était un homme en équilibre instable, un funambule entre deux mondes qui riait pour ne pas tomber. Et qui, un matin de juillet à peu, être perdu pied parce que personne ne lui tenait la main. La disparition de Bunn Haymin nous confronte à un paradoxe troublant. Comment un homme qui faisait rire des milliers de personnes a-t-il pu tomber dans un silence aussi abyssal sans que personne ne s'en rende compte? C'est là tout. Le drame de notre époque. Nous applaudissons fort, nous partageons en masse, nous citons les meilleures punchlines, mais nous oublions parfois de regarder vraiment, de voir l'être humain derrière l'artiste, de tendre l'oreille au murmure derrière le rire. Pendant des années, Bunn a incarné une figure à part dans le paysage comique français. Il était à la fois dedans et dehors accepté, mais jamais totalement intégré. Trop subtil pour les clichés, trop lucide pour les cases. Il a dû inventer sa propre place, son propre langage, sa propre façon d'exister sur scène. Et cette invention, si brillante soit-elle la peut, être épuisée. Car créer un personnage, c'est facile. Le porter jour après jour, face à un monde qui réclame toujours plus, c'est une autre histoire. Ce qui frappe dans les semaines qui ont suivi son départ, ce n'est pas seulement l'émotion collective. C'est le constat d'un vide. Comme si soudain la scène révélait un manque qu'elle avait trop longtemps maquillé. Ce manque, ce n'est pas seulement celui de Bunn Haymin. C'est celui de tous ceux qu'on n'a pas su écouter à temps. Tous ceux qui, derrière leur masque d'humour, dissimulaient une solitude difficile à nommer. Faut-il en vouloir à ses proches, aux médias, au public? Probablement pas. Bunn était un homme pudique. Il n'aimait pas s'épancher. Il préférait suggérer que dire. Et c'est là que réside la complexité de son cas. Il ne s'est pas effacé brutalement. Il s'est doucement éloigné, scène après scène, mot après mot, jusqu'à ce que le silence prenne toute la place. La société du spectacle nous habitue à des récits simples, ascensions fulgurantes, chutes brutales, fins tragiques.
Mais la vérité est souvent plus nuancée, plus floue, plus douloureuse. Ce qui est sûr, c'est que Bon Hei-min a laissé un vide. Non seulement sur scène, mais aussi dans notre manière de penser la fragilité artistique. Et peut être que ce vide doit rester là comme un rappel. Un trou dans le décor, un silence à respecter. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce destin aurait-il pu être différent si nous avions su écouter plutôt autrement ou simplement autrement que pour rire? Il y a des rires qui résonnent encore longtemps après que la lumière se soit éteinte. Celui de Bon Hei-min en fait partie. Il n'est plus là, pourtant on l'entend encore. Dans les extraits de ses spectacles, dans les vidéos partagées, dans les silences gênés qu'il avait su transformer en éclats de lucidité. Son absence aujourd'hui n'a pas le goût d'un vide total. Elle ressemble plutôt à un écho, un souffle discret dans les couloirs de la mémoire collective. Ce qu'il a laissé derrière lui n'est pas un monument, pas de grande décoration, pas de statue, pas de musée, mais des fragments. Des phrases qu'on se répète sans toujours se souvenir d'où elles viennent. Des regards qu'il lançait sur scène, pleins d'ironie et de tendresse mêlée. Des silences, surtout. Ces silences qu'il maîtrisait à la perfection. Il savait s'arrêter. Il savait laisser le vide s'installer juste assez pour que chacun dans la salle se sente touché, concerné, parfois mis face à soi-même. Bon Hei-min était un funambule. Il avançait sans filet entre deux mondes, entre deux langues, entre deux identités. Il ne cherchait pas à plaire, il cherchait à dire, à faire entendre ce que peu oser formuler, à rendre visible ce qui trop souvent reste en marge. C'est cela peut être sa plus grande force, avoir donné une voix à l'indicible sans jamais crier, avec justesse, avec pudeur. Aujourd'hui, il n'est plus là pour jouer son prochain spectacle. Kill Bon restera un titre suspendu, une promesse, que personne ne verra sur scène. Mais ce n'est pas pour autant que tout s'arrête. Les traces sont là, discrètes, fragiles, mais bien réelles. Elles sont dans les jeunes humoristes qu'il a inspirés, dans les spectateurs qui, grâce à lui, ont ri de choses qu'ils n'osaient pas nommer, dans les souvenirs, dans les silences, dans cette photo d'un homme seul sur un balcon, le regard tourné vers quelque chose que nous ne verrons jamais. Certains adieux ne font pas de bruit. Ils ne claquent pas, ne hurlent pas, ne laissent pas de grandes scènes finales. Ce sont des glissements, des effacements doux, presque imperceptibles. Bon est parti comme ça, sans éclat, sans mise en scène, comme un trait qu'on efface lentement mais dont l'empreinte reste gravée. Et c'est peu être là dans cette absence discrète, mais tenace que réside la vérité d'un artiste. Il ne s'agit pas de durer, il s'agit de toucher, juste une fois, juste assez, pour qu'on n'oublie jamais tout à fait.